Quand on suit de près le feuilleton Donald Trump, il est facile d'affirmer que le président américain est, disons, fascistoïde, que les États-Unis sont lentement en train de devenir un État autoritaire. Et c'est hélas à cela que j'ai pensé quand je vous ai lu, Johan Chapoutot. Bonjour. Vous Bonjour. écrivez notamment Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. C'est un excellent livre. Je l'ai lu plus tard que sa parution et je me suis dit, mais voilà, évidemment, hélas. Peut-être a-t-il raison. Je me suis dit donc qu'il fallait vous inviter pour évoquer cela. Et puis, dans le même temps, les camarades du Grand Continent ont eu exactement la même idée, puisqu'ils ont publié un grand papier avec vous. Est-il possible de rapprocher Trump de l'ordre nazi? Vos réponses donc à cet égard, Johan Chapoutot. Alors, je vais essayer quand même de prouver que vous avez tort, parce qu'au moins ça me rassurera. Bien sûr. Tout d'abord, il faut que l'on parle de la comparaison en histoire, et pas n'importe quelle comparaison, de la comparaison avec le nazisme. Oui, vous avez raison de le souligner, la comparaison en histoire, elle est permanente, tout simplement parce qu'on écrit d'ici et maintenant sur le passé. Donc elle est implicite et elle est consubstantielle à l'activité historiographique, ne serait-ce que parce qu'on utilise la langue d'aujourd'hui pour parler du passé, parce qu'on adresse au passé un questionnaire qui sont les questionnaires de citoyens situés dans le temps et dans l'espace aujourd'hui. Ça paraît banal de le dire, mais il convient de le rappeler puisque parfois l'autorisation de la comparaison nous est refusée, notamment effectivement pour des périodes particulièrement criminelles qui sont émotionnellement très chargées et pour des raisons bien compréhensibles, et le nazisme étant le paradigme de ce type de période-là. Or, quand on fait de l'histoire vraiment, quand on se resitue dans le contexte du début des années 30, le nazisme, ce n'est pas Treblinka, ce n'est pas Auschwitz. Le nazisme, c'est la raison sociale de l'extrême droite allemande, avec le DNVP, qui est un autre parti d'extrême droite. Autrement dit, c'est un mouvement autoritaire, antidémocrate, anticommuniste, antisocialiste, antisyndicaliste, réactionnaire, qui est fasciné déjà par l'ultramodernité technique également, ce qui évoque évidemment des sujets plus contemporains. Bref, c'est l'extrême droite et c'est ce choix-là qui a été fait, et c'est ce que je montre effectivement dans le livre, par les libéraux autoritaires au pouvoir et les nationaux conservateurs qui, en perte de vitesse électorale, se sont dit qu'il était rationnel et raisonnable de faire alliance avec l'extrême droite pour tout simplement rester au pouvoir et empêcher ce qu'ils redoutaient par-dessus tout, c'est-à-dire que la gauche puisse un jour l'emporter et, ce qu'à Dieu ne plaise, arrive au pouvoir. Bon, mais alors, première objection que l'on pourrait faire, Trump n'est pas Hitler. Il y a Mhm. évidemment une centralité du personnage hitlérien. Hitler était une sorte de militant venu de la base. Il connaît bien l'Allemagne. Il a été capable de théoriser un certain nombre de choses dans Mein Kampf. Vous faites une grimace. Non, en réalité, la centralité d'Hitler est un héritage de la propagande nazie. C'est-à-dire que nous vivons, hélas, et Goebbels savait, c'est une victoire posthume de cet homme-là, hein. En avril 1945, il disait: «Nous allons disparaître parce que nous avons perdu, mais grâce à ce que nous avons essaimé comme image, comme spectacle, comme mot et comme thème, nous allons vivre». Non pas le Reich de Milan, mais un mythe de Milan. C'est-à-dire que nous avons gagné d'un point de vue symbolique. Et de fait, ils ont réussi, et Goebbels au premier chef, à instiller des idées comme, par exemple, la centralité d'un génie démiurgique, hein, qui aurait été Hitler, qui, au fond, n'était qu'un des éléments d'un dispositif beaucoup plus large. Il savait faire une chose, Hitler. Il savait commander en interne, il savait faire des synthèses, il savait arbitrer, il savait parler. C'est un excellent orateur, mais par contre, en termes de théorisation et de programmatisme, non. C'est l'œuvre d'une deuxième, d'une troisième ligne nazie, d'une quantité de journalistes, d'universitaires, de médecins, de militaires qui travaillent à l'élaboration de l'épistémé, hein, de la vision du monde nazi. Et ça, justement, c'est une différence parce que aujourd'hui, on aurait du mal, en tout cas moi j'aurais du mal à citer un grand nombre d'intellectuels qui sont du côté donc de Donald Trump. Il y a ces nouveaux intellectuels observés par Arnaud Miranda, les Lumières noires, mais bon,
de vous à moi, on ne peut pas considérer qu'on a affaire à Carl Schmitt, à ces intellectuels nazis. Et justement, le cas de Carl Schmitt est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est opposé au nazisme dans un premier temps. C'est quelqu'un qui a fait le choix de la droite libérale conservatrice, de von Papen, et ensuite qui a essayé d'aider von Schleicher. Et c'est quelqu'un qui, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, est dans un état de catastrophe intime et de dépression, voire d'alcoolisme avancé, parce que il avait fortement critiqué les nazis. Ensuite, il s'y est fait. Et il s'est, par opportunisme et par carriérisme, et également par conviction profonde, ultranationalisme, ultra-antisémitisme, il s'est raccroché au wagon. Cela dit, in fine, il a été marginalisé à partir de 1936, parce que chez Carl Schmitt, immense intellectuel par ailleurs, vous avez des obstacles épistémologiques qui lui interdisent d'aller vers le nazisme. C'est le culte de l'État. Carl Schmitt est un étatiste, les nazis sont des anti-étatistes, et c'est également des concepts traditionnels du droit international et du droit interne qui ne pensent pas assez ce que pensent les nazis, c'est-à-dire la biologisation et la bellicisation du droit. Autrement dit, on est dans une configuration comparable. Dans la nébuleuse MAGA, on n'a pas effectivement d'intellectuels saillants, mais c'était le cas également chez les nazis. Qui se souvient de Hans Frank, très important pour le droit nazi, par exemple, ou qui se souvient de Fischer pour la biologie et l'eugénisme? Alors, on peut en citer d'autres, justement, mais je vous en citerai d'autres, mais qui étaient plutôt du côté du pan-germanisme ou du Mhm. nationalisme. Mais avant cela, il y a un point, et là, sur ce point, je risque d'avoir des objections fragiles sur la question de la violence, parce que vous insistez dans Les Irresponsables sur le rôle de la violence, un rôle qui, d'ailleurs, a pu être nuisible au nazisme, parce que il effrayait une partie de la droite. Si on voit l'utilisation de la violence, on l'a vu le 6 janvier lors de la tentative de prise du Capitole. Enfin, la prise a été effective, mais Mhm. ensuite la police a repris le dessus. Est-ce que l'on peut faire un parallèle sur l'utilisation donc de la violence? Alors, il faut distinguer sans doute les aires géographiques, parce qu'en termes de comparaison historique, euh, nos aïeux des années 30 vivaient adossés à une expérience anthropologique de masse qui est celle de la Grande Guerre. 80 millions d'hommes mobilisés, en tout avec les Mhm. civils 20 millions de morts, une licéité, une autorisation de la violence et de la violence létale qui nous est complètement étrangère, en l'occurrence en Europe de l'Ouest. Par contre, aux États-Unis, c'est différent. Vous avez 300 millions d'armes en circulation, c'est-à-dire quasiment autant que de citoyens de ce pays. Vous avez un rapport aux armes décomplexé, on peut le dire ainsi, Oui. et vous avez un taux d'homicide spectaculaire. Vous avez 60 000 morts par homicide par an dans ce pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui est structurellement, par son histoire de violence de très long terme, hein, c'est l'histoire d'une colonisation interne et d'une extermination de la population locale, ensuite d'une importation d'esclaves et puis d'une ségrégation. C'est une histoire de violence très très ancienne, les États-Unis, ce que l'on redécouvre de manière un peu éberluée pour certains, alors que c'est l'évidence même hein, quand on a fait un petit peu d'histoire. Et vous avez une violence sociale qui est extrême, tout simplement parce qu'il y a une rétroaction ou une rétrojection de la violence externe exportée par les États-Unis dans leurs multiples guerres, parce que c'est un pays qui, au fond, est toujours en guerre depuis 1945. Et cette violence-là, par le traumatisme des combattants, est réintroduite, réinjectée dans l'espace social. Et on le voit avec ce taux spectaculaire d'homicide. Le deuxième pays, si vous voulez, qui est le plus meurtrier au monde, c'est le Brésil. Mais c'est quasiment moitié moins d'homicides. Là, 60 000 morts par an aux États-Unis, c'est absolument spectaculaire. Je vais calculer qu'en proportion, c'était 100 fois plus d'homicides qu'en France. Autre aspect, et alors là, évidemment, je crains que vous ayez raison, la centralité du racisme. Au-delà du racisme, on peut subsumer ça, si vous voulez, sous une catégorie surplombante qui serait celle du suprémacisme. Suprémacisme racial, le racisme et l'antisémitisme, et suprémacisme social avec ce darwinisme social à tout craint que, hélas, et je le lis dans Les Irresponsables, on retrouve aussi chez nos libéraux autoritaires européens. Hein. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. C'est quand même d'une violence extrême, surtout de la part du premier magistrat de l'État, qui est censé être le garant du fait que, précisément, en France, personne n'est rien, ou personne n'est censé être rien. C'est le fondement de notre droit. C'est quand même d'une violence particulière. Donc vous avez ce suprémacisme-là qui
encore une fois, est structurant aux États-Unis, comme il a été mis en avant par tous les racistes, les colonialistes et les théoriciens du capitalisme en Europe, puisqu'on voit qu'il y a dans cette matrice européenne, occidentale plus largement, de la seconde moitié du 19e siècle, vous avez une mise en, comment dire, en synthèse et en cohérence du darwinisme social qui justifie l'ordre capitaliste interne, puisqu'il y a ceux qui sont nés pour dominer et ceux qui sont nés pour obéir, ce qui justifie un ordre politique interne, et parallèlement, vous avez le racisme qui justifie l'ordre géopolitique externe, qui est celui de la colonisation. Les États-Unis ne sont pas sortis de ça, en réalité, et on le voit de manière éclatante aujourd'hui. L'eugénisme, il est audible. Pour le nazisme, c'est évident, il était au cœur Oui. du nazisme, et il est de plus en plus audible dans ce que l'on a appelé jadis le transhumanisme, cette sorte de doctrine pour dépasser l'être humain, mais en fait dépasser une partie des êtres humains. Oui, alors là aussi, c'est totalement cohérent avec le darwinisme social, puisque certains élus, par la nature, par la biologie, appelés à dominer et appelés à gouverner, aimerait bien rester le plus longtemps possible en situation de domination et donc vise modestement l'éternité. J'avais vu ça de manière effarée, hein, il y a une petite dizaine d'années lorsque je commençais à m'intéresser à quelqu'un qui est Peter Thiel, via l'histoire allemande puisqu'il est d'origine allemande, et j'avais vu que ce monsieur se vantait de se faire injecter, transfuser du sang de jeune homme pour effectuer ce qu'il appelle une parabiose, c'est-à-dire un remplacement de son sang, une régénération de son sang par du sang de jeune homme pour viser l'éternité. Enfin, ces types-là, c'est vraiment Frankenstein en fait, hein. C'est un transhumanisme délirant, mais qui est également associé à quelque chose de très puissant aux États-Unis qui n'a pas disparu avec le nazisme, hein, qui est la sociobiologie. C'est-à-dire le fait de rabattre la sociologie sur la biologie, typiquement le darwinisme social. Les hiérarchies sont des hiérarchies naturelles. La société ne fait que sanctionner ou que transcrire ou translittérer ces hiérarchies naturelles, et l'ordre social est là pour protéger l'ordre naturel. C'est un ordre naturel, encore une fois, de suprématisme social et de suprématisme racial qui, encore une fois, et j'y insiste, implique de manière très convaincue l'antisémitisme. Ce que vous racontez, et là peut-être que ça pourra renvoyer à d'autres idées ou à d'autres situations, c'est l'idée que finalement la droite traditionnelle allemande s'est dit qu'elle allait faire venir Hitler au pouvoir au moment où ce parti en réalité était faible, parce que quelques semaines après, pensait-elle, elle l'aurait dans sa poche. Vous avez un consortium libéral autoritaire et national conservateur qui est au pouvoir en Allemagne et qui d'ailleurs gouverne par état d'urgence permanent, hein. La droite autour d'Hindenburg a acclimaté les Allemands dès mars 1930 au fait que, un, on ne respectait pas le résultat des élections, ce qui peut évoquer certains contextes contemporains, et deux, on gouvernait en état d'exception permanent à coup de 48-2, c'est-à-dire en contournant le Parlement, ce qui là aussi résonne avec nous, ce qui n'est pas un hasard puisque la constitution de la Ve République est dérivée, hein, de la torsion de la constitution de Weimar à partir de mars 1930. Et cette droite-là qui est au pouvoir s'aperçoit que, au fil des scrutins, qui sont quand même organisés parce qu'elle essaie de reconstituer une majorité, elle perd son socle socio-électoral et elle arrive à un étiage, là aussi, qui nous évoque des choses, puisque c'est en gros entre 10 et 15%. Et le pari, c'est de s'agréger l'extrême droite, de faire alliance, une alliance purement arithmétique qui consiste en une opération statique, hein. J'ajoute mes pourcentages avec ceux de l'extrême droite, en ne pensant pas que l'extrême droite, elle, est en dynamique de radicalisation et qu'elle ne raisonne pas comme ça. Donc ça, c'est l'erreur fondamentale de la droite. Et l'autre erreur, c'est que, effectivement, le parti nazi est en décrochage spectaculaire à l'automne 1932. Et c'est Vous expliquez dans Les Irresponsables que les nazis à l'époque pensent que c'est fichu. Ah, mais Hitler parle de se suicider et Goebbels entre en dépression sévère à la Noël 1932 parce qu'ils ont échoué, ils le savent et que tout le monde le sait. Léon Blum a écrit un édito remarquable en novembre 1932 dans Le Populaire où il dit, et il a raison, il dit les nazis sont exclus du pouvoir, ils sont exclus de la perspective même du pouvoir. Et c'est à ce moment-là que, par un geste de spéculation politique, on achète les nazis à la baisse en pensant pouvoir les maîtriser. J'ouvre une parenthèse, il y a quelques pages très intéressantes dans Les Irresponsables sur les manuels d'histoire. Vous dites que finalement, les manuels d'histoire aujourd'hui en France colportent toute une série d'idées fausses sur les nazis, sur le thème Hitler est venu au pouvoir légalement, Hitler a remporté les élections, Hitler était très fort à l'époque où il s'est emparé de l'Allemagne.
Oui, alors tout ça c'est faux, hein, et ça fait partie d'un discours qui est promu, on va dire socialement, sur tous les plateaux de télévision, et qui vise à accréditer deux idées. La première, c'est que le suffrage universel est problématique puisque l'extrême droite a gagné. Ce n'est jamais le cas. L'extrême droite n'a jamais gagné. Elle arrive toujours à un plafond entre 35 et 40%. Autrement dit, pour qu'elle arrive au pouvoir, pour franchir cette membrane-là, il faut qu'il y ait une décision froide, de son point de vue raisonnable et rationnel, enfin du point de vue de la droite, qui est de mettre l'extrême droite au pouvoir parce que c'est un renfort nécessaire pour faire pièce à la gauche, communiste, ça va de soi, mais aussi tout simplement et benoîtement social-démocrate. Donc la dernière propulsion, on parle en allemand de palefreniers, hein, de gens qui vous mettent en selle, hein, les Alt, les Alpha, les gens qui vous mettent en selle, ce ne sont pas les électeurs. Et le cas nazi le prouve, puisqu'ils sont en décrochage électoral violent à l'automne 1932. La dernière impulsion et la dernière courte échelle, elle est faite par le patronat, par des élites patrimoniales, traditionnelles, qui estiment que c'est raisonnable et rationnel de faire alliance avec l'extrême droite. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans la nébuleuse MAGA, hein, avec toutes ces génuflexions infamantes de patrons qui sont allés baiser la babouche dans le bureau ovale. Hein. Mais alors, c'est terrible aussi pour les manuels d'histoire français, ce qu'apprennent nos enfants. Bon, là, vous avez invité Alain Finkielkraut qui va vous dire que c'était mieux avant, mais de fait, c'était un peu mieux avant, en réalité. Hein. J'ai fait une revue des manuels pour rédiger la préface de mon ouvrage. Et je me suis aperçu que, en gros, jusque dans les années 90, vous aviez des manuels de première et de terminale qui étaient rédigés par Pascal Horry, Robert Frank, par des universitaires de très haut niveau et qui offraient Anne-Marie Sonne et qui offraient des documents et des cours impressionnants. Il y a eu effectivement un pari stupide, je trouve, hein, de la part des éditeurs scolaires, qui a été un pari du moins-disant intellectuel. Moi, je me souviens, j'avais participé à un manuel de première et des éditrices effrayées me disaient qu'il ne fallait pas de mots de plus de 2 syllabes. Et ce à quoi j'opposais qu'on était en situation d'apprentissage et qu'ouvrir un dictionnaire de temps en temps pouvait peut-être contribuer à l'épanouissement de l'intelligence. Les Irresponsables, votre livre, Johan Chapoutot, chez Gallimard, et puis votre grand interview chez nos camarades du Grand Continent. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va parler aussi de la France, et puis je vous embêterai sur les libéraux autoritaires. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, et la concordance des temps avec vous, Johan Chapoutot, les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir, et une très bonne interview que vous avez donnée chez nos camarades du Grand Continent. Alors voilà, Vincent Bolloré dont vient de parler mon camarade Jean Lémarie, lui au moins il ne vous rappelle personne en Allemagne dans les années 30. Non, à peine. Effectivement, j'ai consacré un chapitre, le chapitre 3 des Irresponsables, à une figure qui est Alfred Hugenberg, qui est un ancien haut fonctionnaire, ancien banquier, ancien industriel de l'industrie lourde. Hein. Il était président du conseil d'administration de Krupp. Et dès la Première Guerre mondiale, il a considéré que les journaux étaient plus importants que les canons. Et il a investi massivement dans les médias. Et c'est une figure qui est matricielle, hein, pour des avatars contemporains comme Murdoch, Berlusconi ou Bolloré. Des gens qui investissent dans les médias en ayant une conviction quasiment eschatologique, un missionnaire. C'est un homme d'extrême droite, antisémite, pan-germaniste, ultranationaliste, qui veut conformer l'Allemagne à son image et à l'image de son idéologie politique. Il a une mission, et cette mission consiste à extrême droitiser tout le débat public. Alors, il crée un empire médiatique de manière très intelligente, puisque ça reste un capitaliste qui veut gagner de l'argent. Ça lui rapporte énormément d'argent. Il maîtrise en gros 1600 journaux, c'est-à-dire le tiers du paysage de la presse allemande, plus 2 compagnies de cinéma, dont la prestigieuse UFA. Et il va imposer tous les thèmes, toutes les thèses, toutes les images et les obsessions de l'extrême droite, notamment la lutte contre ce qu'on appelait à l'époque, ce que l'extrême droite appelait le bolchevisme culturel, qui ne veut rien dire mais qui fait peur, hein, un petit peu, si vous voulez, qui vend du wokisme aujourd'hui. Ça concentre toutes les peurs paniques de la droite et l'extrême droite de l'époque, l'émancipation des femmes, l'homosexualité, l'urbanisation, le cinéma contemporain, évidemment l'égalité sociale et fiscale et l'égalité des droits, ainsi que l'ordre international versaillais et genevois, puisque déjà à cette époque, évidemment, on le voit aujourd'hui aux États-Unis, il y a une lutte de l'extrême droite contre le droit international. Jean Lémarie. Mais avec donc une puissance économique considérable. C'est
déjà la question de la concentration des médias et de l'industrie culturelle Ah oui, aussi. oui, c'est une quête monopolistique avérée hein, et pensée comme telle. Je le développe longuement dans le chapitre, hein, de la part d'insiders. Hein, je cite des collaborateurs et des amis de Hugenberg qui montrent comment le système, le concern, hein, puisque c'est son nom, est pensé de manière très intelligente, avec une intégration à la fois verticale et horizontale, un fort rendement capitalistique et comment dire, une uniformisation des éditos, des thèmes principaux, de la titraille, comme on voit une mise au pas, une Gleichschaltung hein, dans l'univers Bolloré. Bon, alors maintenant, il faut que j'essaye de discuter votre thèse, Johan Chapoutot. Si je voulais la résumer de manière brutale, celle que vous développez dans Les Irresponsables, vous expliquez que les libéraux, par calcul idiot, mais calcul, ont décidé qu'ils allaient faire venir Hitler pour se le mettre dans la poche et le digérer. Et donc, il y a eu une sorte de création d'un camp libéral autoritaire, ce qui a fait le lit du nazisme, lequel était en réalité en perdition à l'époque. Autre thèse radicalement différente, c'est l'extrême gauche et plus exactement le KPD communiste, qui lui a fait le lit d'Hitler en refusant l'alliance avec le SPD, autrement dit avec le Parti socialiste allemand des années 30. Et c'est lui qui a par exemple traité les socialistes de socio-fascistes, ce qui renvoie à d'autres scènes aujourd'hui visibles dans la politique française avec un parti qui ne cesse de considérer que tous ceux qui ne sont pas lui sont des socio-fascistes. Vous avez une fracture violente hein, de la gauche allemande dès août 1914, en réalité, au moment du vote des crédits de guerre. Une partie du SPD, l'aile gauche, refuse le vote des crédits, l'aile droite vote la guerre. Ça s'approfondit avec le mouvement Spartacus et avec la création du KPD fin 1918, à la toute fin décembre 1918. Et à partir de ce moment-là, vous avez un pouvoir social-démocrate qui a été installé par l'armée. Hein, c'est l'état-major qui a décidé à l'automne 1918 de mettre les sociodémocrates, Ebert, Scheidemann, etc., au pouvoir. Ce sont les sociodémocrates qui, en lien avec l'armée, pour éviter une révolution soviétique, puisque en 1918, la révolution soviétique, c'est un an auparavant, hein, pour éviter cela, vont faire un pacte avec l'armée et avec les corps francs et réprimer dans le sang le mouvement communiste. C'est un fossé de sang hein, qui sépare les deux gauches, puisque vous avez la journée... Deux gauches irréconciliables. Alors, en tout cas, elles ne l'ont pas été. Justement, c'est ça qui est intéressant, parce que malgré la violence de la répression, la semaine sanglante de Berlin, c'est en gros 150 morts en janvier, vous rajoutez 1200 morts en mars 1919, et vous rajoutez, sous un pouvoir social-démocrate dans le Reich et en Prusse, 33 morts au moment du 1er mai 1929. Donc, il est vrai que les communistes avaient quelques raisons d'en vouloir à des sociodémocrates qui faisaient tirer sur eux à l'arme lourde quand même, hein, à l'arme de guerre. Ce nonobstant, les communistes se sont rapprochés des sociodémocrates entre 1920 et 1923 avec une tentative de gouvernement commun en Saxe et en Thuringe en 1923, réprimée par Ebert avec l'armée qui était intervenue. Et vous avez des offres de services et des offres d'alliance à la base et au sommet, en avril 1932, qui ont été en réalité refusées par les sociodémocrates. Et là, une dernière chose, là où l'argument d'accuser la gauche ne tient pas, c'est que depuis mars 1930, le pouvoir, c'est-à-dire le cabinet présidentiel a confisqué le pouvoir exécutif a digéré le législatif. Autrement dit, même s'il y avait eu une union, ce que souhaitaient les communistes à partir d'avril 1932, et ce qu'ont refusé les sociodémocrates, eh bien, une majorité relative ou absolue de la gauche au Parlement, ce qui est le cas le 6 novembre 1932 lors des dernières élections libres, c'est le bloc marxiste qui est en tête. KPD plus SPD, ça fait 37%. Eh bien, jamais de la vie aurait-il été uni, le président Hindenburg ne les aurait appelés au pouvoir, ce qui là encore rappelle deux ou trois choses plus contemporaines. Oui, mais alors, là aussi, je continue à vous embêter, Johan Chapoutot. On peut considérer, donc, comme on l'imagine, c'est une période assez longue, c'est une période de 15 ans. Hein. Donc, en l'espace de 15 ans, les positions politiques évoluent. Et l'opposition entre le KPD et le SPD, elle se nourrit de plus en plus du côté du KPD communiste par les ordres staliniens, puisque à partir d'un certain moment, Staline devient évidemment décisif dans la stratégie des communistes allemands. Et ces communistes allemands, ils vont jouer une stratégie de classe contre classe. On ne fait pas d'alliance avec la bourgeoisie. On fait tout pour semer le chaos, la fureur et
j'utilise un mot qui n'a pas été employé, mais vous Mhm. voyez Oui, oui. évidemment l'autre parallèle que je fais, et cela conduit finalement à une impossibilité à la gauche de se ressouder et de faire obstacle au nazisme, sachant que je ne réfute en rien évidemment ce que vous évoquez sur les idioties de von Papen, d'Hindenburg, Mhm. de Schleicher, Mhm. qui étaient tous à droite et tous ont fait le lit du nazisme. Oui, oui. Mais vous voyez que je pourrais avoir un discours extrêmement dur contre cette gauche qui s'est radicalisée au point de préférer le chaos au socialisme. Alors, comme dit le proverbe anglais, il faut être deux pour danser le tango. Et en l'occurrence, la politique des sociodémocrates, qui est une politique de soutien à Heinrich Brüning pendant 2 ans, de soutien à la destruction de l'État social, de soutien à l'injustice sociale et fiscale, parce que c'est la politique du moindre mal. Le SPD n'a même pas présenté de candidat au premier tour de l'élection présidentielle en 1932 contre Hindenburg. Bien sûr. Donc il y a une droitisation tellement massive du SPD qui d'ailleurs désespère Billancourt, ça désespère la base social-démocrate qui, elle, veut monter au front. Je suis Et d'accord d'ailleurs, sur les erreurs du SPD, mais les vous- erreurs du SPD n'excusent pas non, les erreurs du KPD. ça c'est certain, sauf que en avril 1932, lorsque vous avez les élections législatives en Prusse et que les nazis ont un score de 36%, le KPD rétropédale, alors sans doute est-ce trop tard, sans doute est-ce maladroit, etc. Mais il y a véritablement un rapprochement Front commun à la base et Front commun au sommet qui est refusé par le SPD, lequel SPD s'est aperçu que la politique de soutien à la droite lui avait fait perdre des voix, et donc ce SPD à ce moment-là veut garder son autonomie, ne surtout pas se mettre dans le rail du KPD, et refuse l'alliance au moment où il fallait le faire et au moment où la base le voulait, puisque ce qui se passe au printemps 1932, c'est le développement de ce qui est classé maintenant mouvement terroriste aux États-Unis, c'est-à-dire l'action antifasciste, avec des cellules social-démocrates, syndicalistes et communistes, qui font alliance à la base pour se défendre contre les nervis de l'extrême droite. Bon, alors maintenant, je dois défendre ma classe que vous accusez dans Les Irresponsables. Ma classe, c'est la bourgeoisie. Puisque vous dites en substance, Hitler a joué un tour pendable au patron. Il a fait sa tournée des Grands-Ducs et il leur a expliqué que il ne leur ferait aucun mal et que même il leur ferait du bien. Or, il y a effectivement ces discours d'Hitler. Mais dans le même temps, tout le discours des nazis avec un certain nombre d'économistes, je mets le terme entre parenthèses, nationalistes allemands, je pense à des gens comme List, va consister à développer une haine profonde du capitalisme et du libéralisme en considérant que le capitalisme est une invention juive, que par exemple payer les intérêts des dettes ça sert à rien puisque la dette est une invention juive. Bref, toute la politique d'Hitler est de piétiner le capitalisme et de piétiner plus exactement d'ailleurs quelque chose qui m'est cher, c'était le libéralisme au sens de Montesquieu par exemple. Alors ça, c'est certain. Le libéralisme politique est foulé aux pieds et les nazis ne s'en cachent pas. Ils sont anti-libéraux d'un point de vue politique. Ils sont anti-révolutionnaires. Le grand ennemi et le plus détesté, si vous voulez, des nazis, c'est la Révolution française et les valeurs de la Révolution française. Donc toutes ces valeurs d'un libéralisme politique du XVIIIe siècle, les Lumières sont conspuées, etc. Par contre, sur le libéralisme économique, non. Ils y adhèrent totalement. Vous avez une petite aile du parti nazi qui est l'aile sociale, autour de Gregor Strasser, lequel est éliminé entre décembre 32 et janvier 33, avant d'être assassiné physiquement en juin 1934, autour de Goebbels également, mais très clairement, dès le début des années 20, la ligne est ultra-droitière. C'est-à-dire que les premiers positionnements en termes sociaux du parti nazi au début des années 20, au moment des grandes grèves de l'après-guerre, de la reconversion de l'économie, la position du parti nazi, c'est contre les grévistes, et contre les revendications des cheminots bavarois, etc. etc. Et la bourgeoisie, comme vous le dites, ne s'y est pas trompée. Elle a financé ce parti nazi qui était une sorte de leurre politique qui visait à attraper, à capter une clientèle électorale prolétarienne qui était tentée par la solution internationaliste et la rabattre vers la solution nationale. D'où l'idée du national socialisme, qui est effectivement une vieille idée allemande, mais que les nazis ne prennent pas au sérieux une seconde, puisque, comme vous l'avez rappelé, dès le début des années 30, vous avez tout un corpus, tout un groupe de journalistes économiques qui se rallient au parti nazi, qui mettent au service d'Hitler leur carnet d'adresses, leur réseau, etc. Vous avez la tournée des Rotary Club de la part d'Hitler, qui va dire au patron deux choses. Ne vous inquiétez pas, quand on parle de politique sociale, c'est de la propagande. Et par ailleurs, nous, ce que l'on vous propose, sur le fondement d'une vision du monde commune et partagée,
partagé, c'est-à-dire le darwinisme social, là encore, c'est que vous avez été détrôné de votre position de patron par la démocratie sociale depuis les accords du 15 novembre 1918. Avec nous, vous allez être à nouveau les maîtres chez vous. Et par ailleurs, les carnets de commandes seront pleins avec le réarmement. Et enfin, nous allons détruire la gauche et les syndicats. Force est de constater que dès les premiers mois de 1933, entre février et juillet, les promesses sont tenues. Et c'est pour ça que la bascule du grand capital qui avait été effective dès l'automne 1932 est confirmée par la donation de 25 millions d'euros, équivalent le 20 février 1933 pour la campagne électorale des élections du 5 mars. La nomination de Hjalmar Schacht, qui est le génie de la finance, qui lui aussi rallié aux nazis dès 1930 et qui va travailler financièrement les jeux d'écriture pour permettre le réarmement et les dépenses massives sans inflation. Et par ailleurs, destruction des syndicats physiques, même, par des descentes de SA le 2 mai 1933, et enfin, effectivement, destruction du Parti communiste et du Parti social-démocrate. Ce qui est embêtant, c'est que c'est un point de plus pour vous, puisque Schacht tord le bras de la Banque centrale allemande, ce qui renvoie évidemment à ce que Trump fait aujourd'hui. Je continue malgré tout à essayer de démonter votre thèse, Johan Chapoutot. Dans l'épilogue des Irresponsables, vous avez une réflexion épistémologique sur justement le parallélisme en histoire qui est au cœur de ce que l'on vit aujourd'hui. Est-ce que l'on peut comparer Trump à Hitler? Est-ce qu'on peut se lancer dans d'autres comparaisons? Et vous citez notamment l'un des théoriciens du libéralisme, Friedrich Hayek. Alors le problème, c'est que Friedrich Hayek a eu deux vies, l'une avant 45, l'autre après 45. Avant 45, il écrit un ouvrage fondamental, La route de la servitude, dans lequel il explique en substance que le nazisme, c'est le stade auquel on aboutit lorsque le communisme échoue, et qui considère que finalement le collectivisme, qui n'est pas seulement un programme économique, qui est aussi une représentation de la réalité populaire, mène au fascisme. Et après 45, là, vous allez me critiquer facilement, puisque Friedrich Hayek va se compromettre avec les pires dictatures latino-américaines, et donc il bafoue ce qu'il a lui-même théorisé dans le libéralisme. Non, mais là où je peux peut-être contester, c'est qu'il n'y a pas de césure en 45. Le Hayek d'avant, c'est le Hayek d'après. En réalité, lorsqu'on voit la théorie du néolibéralisme, qu'il soit autrichien, genevois ou fribourgeois en Allemagne, c'est radicalement antidémocrate. La primauté du profit économique doit l'emporter. L'État doit créer le cadre permettant l'épanouissement de l'activité privée et du profit, peu importe la forme de l'État. Autrement dit, il est assumé très clairement par tous les théoriciens néolibéraux avant 1945, très clairement que si la démocratie devient pénible, parce que politique sociale, parce que justice fiscale, parce que on va entamer le taux de profit, il faut s'en débarrasser. Ils le disent très clairement. Et dans La route de la servitude, franchement, c'est un ouvrage qui est indigent en termes d'analyse du nazisme. Il raconte n'importe quoi sur le nazisme. Alors, ce qu'il dit, notamment ce qu'Hayek dit, il dit, lorsque l'État s'intéresse de trop près à l'économie, il ne fait pas que s'intéresser à l'économie, il s'occupe de vos vies. Et moi, vous voyez, j'ai vu ça par exemple en Chine. Oui, oui. En Chine, aujourd'hui, il y a eu une disparition de l'argent liquide. Et on voit à quel point l'argent liquide est quelque chose de constitutif de la liberté. Et c'est l'une des thèses. Il n'y a pas que l'Amérique de Trump et d'autres pays. Il y a aussi la Chine qui peut faire penser à un État totalitaire. Et je me suis dit, mais à quel point Hayek avait raison sur la liberté d'entreprendre? Le régime chinois est un régime de capitalisme dictatorial et qui rentre tout à fait dans la théorie du libéralisme autoritaire. Je reviens à ce syntagme-là, qui est d'époque. C'est un juriste, un professeur de droit qui s'appelle Hermann Heller, qui est professeur à l'université de Francfort, qui est un grand contradicteur de Carl Schmitt. C'est un des grands ennemis de Carl Schmitt avec Hans Kelsen, qui par ailleurs est social-démocrate, par ailleurs est juif, et qui, pour qualifier ce que fait von Papen à l'automne 1932, crée cet apparent oxymore du libéralisme autoritaire pour désigner la politique de Papen, qui est libérale d'un point de vue économique, pro-business, comment dire aujourd'hui, politique de l'offre parfaitement théorisée, assumée et mise en œuvre, outrageusement favorable aux classes les plus favorisées et au patronat, et autoritaire, puisque déjà Papen et son ministre von Geil de l'Intérieur pensent à une ultra-présidentialisation, à une réduction de l'espace démocratique, voire de l'exercice du suffrage. Et ces gens-là, Hermann Heller, les estiment matriciels pour la suite, parce qu'ils estiment que c'est une réponse apportée à la crise du capitalisme
capitalisme, à la crise du libéralisme économique, qui passe par un étiolement et une destruction de la démocratie. Il me semble que nous sommes précisément dans le cadre d'analyse qui avait été forgé par Hermann Heller et qui montre que libéralisme et autorité, libéralisme et antidémocratie ne sont pas des oppositions en réalité, et se conjuguent très bien. Bon, mais alors je pourrais très bien me servir de Carl Schmitt, donc ce théoricien nazi du droit, qui avait un système ONI, et ce système ONI, c'était là aussi le libéralisme. Il y a des pages entières sur le fait que le libéralisme est un système émollient, Oui. le doux commerce, c'est quelque chose qu'il déteste, et justement, le libéralisme est l'ennemi commun, je dois dire, entre Carl Schmitt et Hitler, et c'est ça qu'il essaye de faire tomber. Alors je me permets de rappeler là encore, libéralisme politique. Ces gens-là détestent Montesquieu, détestent Rousseau, détestent la Révolution française. C'est une chose acquise. Goebbels fait un discours le 1er avril 1933, au moment de ce boycott des magasins juifs, raté d'ailleurs, hein, les Allemands n'en veulent pas, où il dit « Nous avons effacé 1789 de l'histoire ». Donc il y a un rejet des Lumières, et on voit les parallèles avec aujourd'hui. Mais pour le libéralisme économique, non. Carl Schmitt fait un discours précisément devant le club de l'industrie de Düsseldorf, à l'automne 1932, devant lequel d'ailleurs Hitler était intervenu quelques mois plus tôt. C'est le grand raout patronal où il faut se montrer. Et le professeur Carl Schmitt fait précisément une critique violente de la croissance de l'État-providence depuis Bismarck, puisqu'il faut rappeler que c'est en Allemagne que ça naît dans les années 1880. Carl Schmitt dit que 50 ans après, on est allé beaucoup trop loin, l'État est devenu obèse, métastatique. Il faut renforcer l'État en l'amaigrissant. Il faut le remuscler et le concentrer sur les missions traditionnelles qui sont celles de l'État gendarme, contrairement à l'État-providence, sécurité intérieure, sécurité extérieure, et laisser le libre épanouissement des affaires. Donc, pour ce qui est de libéralisme économique, il est totalement en phase avec les patrons qui l'écoutent à ce moment-là. Je renvoie à l'excellente édition de ce texte et d'un texte de Hermann Heller sur le libéralisme autoritaire par Grégoire Chamaillou, un livre qui s'appelle justement Du libéralisme autoritaire. C'était l'HDR de Grégoire Chamaillou. Et puis alors, bon, là, évidemment, Carl Schmitt, dans sa vision à la fois chrétienne, mais chrétienne apocalyptique, il renvoie à tous les discours de l'antéchrist de Peter Thiel. Il faut en dire deux mots pour présenter aux auditeurs qui n'ont pas l'habitude de ces lumières noires, comme dit Arnaud Miranda. Oui, Peter Thiel, personnage très important et depuis longtemps, puisque ça a été à la fois le partenaire d'Elon Musk, ça a été celui qui a été la nurse politique et financière de J.D. Vance, qui a d'ailleurs converti J.D. Vance au catholicisme intégraliste ou voire intégriste. Et Peter Thiel est, pour comprendre les équilibrations un peu folkloriques de notre point de vue de ce monsieur, il faut évidemment revenir à Carl Schmitt. Carl Schmitt, qui est une référence indépassable d'une certaine extrême droite, de la même manière et d'une certaine extrême gauche, Absolument. puisqu'il est utilisé. Cherchez sur Internet, vous verrez qui sont nos extrêmes gauchistes qui citent Carl Schmitt aujourd'hui. Il y a eu un retour en grâce de Carl Schmitt, alors qui tient à plusieurs choses. Premièrement, au caractère exceptionnellement érudit et intelligent de son œuvre. C'est quand même quelque chose de stupéfiant de voir le niveau de culture philosophique, littéraire, artistique, théologique, juridique, évidemment, de cet homme-là qui, de fait, fascine des intellectuels et des intellectuels entrant en politique. Ça, c'est très clair. Par ailleurs, il y a la théorisation ami-ennemi et la consécration d'un peuple comme étant le principe et la fin de toute action politique, ce qui a pu séduire plein de gens qui estimaient que précisément la souveraineté populaire était balayée par la mondialisation pas si heureuse. Mais à l'extrême droite, vous avez un Carl Schmitt qui est intégralement repris, ultra-catholicisme théologique compris, avec cette idée effectivement d'un antéchrist qui menace et d'un catéchone, il reprend ce mot à Saint Paul, aux épîtres de Saint Paul, ce catéchone qui est cette force de compensation qui va faire obstacle au chaos et au néant. Et cette force-là, pour Carl Schmitt, c'est le Reich, pour Peter Thiel, c'est MAGA et le libéralisme autoritaire. On retrouve toutes vos analyses, Johan Chapoutot, dans Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir? C'est chez Gallimard et puis chez nos camarades du Grand Continent. Le grand entretien que vous leur avez donné. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants,